Grand Carrefour, nouveau numéro, mesdames et messieurs, bonsoir à tous, merci d'être encore à ce rendez-vous. Eh bien, le 20 décembre est passé, la machine se dirige irrésistiblement vers le, comment dirais-je, 2020. Eh bien, l'année de la présidentielle, une partie importante de l'opposition ne semble toujours pas pour l'instant suivre le rythme. Eh bien, à quoi s'attendre en 2020? Par quelle alchimie arriver à l'alternance tant criée par l'opposition togolaise? Eh bien, nous en parlons aussi dans cette émission cet après-midi. Aussi bien la problématique sur le front et CFA, un sujet brûlant de l'heure. Voilà qui fera aussi l'essentiel de la discussion de cet après-midi dans votre émission Grand Carrefour. Merci de vous installer pour nous suivre. Pour y aller, nous avons à ce plateau, eh bien, monsieur ou alors pasteur Bavon Johannes. Eh bien, vous êtes le secrétaire général du phare, le Front des architectes de la République. Bonsoir et merci d'être encore à ce plateau. Bonsoir et nous vous remercions de nous avoir invités aujourd'hui. Merci. C'est un plaisir pour nous. Merci, essentiellement. Alors, depuis de l'URET, la problématique, voilà, la polémique de la monnaie CFA alimente bien les débats économiques, politiques et elle n'est pas prête pour s'arrêter. En témoigne encore des échanges houleux sur la question les dernières heures. Eh bien, vous, il n'y a pas que la politique, hein, l'analyse politique que vous menez au phare. Quelle est, vous, votre lecture de ce débat économique sur le CFA? Merci Dieudonné. En fait, lorsqu'on parle de la politique, on parle de tous ces sujets parce que la politique est au carrefour de toutes ces matières qui concernent la société. Vous savez, on ne peut pas parler de politiciens sans parler d'économistes. Donc c'est pourquoi vous verrez qu'un politicien, un bon politicien, c'est quelqu'un non seulement qui maîtrise la science politique, le droit, mais aussi la science économique. Et cela est très important. Donc, en ce qui concerne le phare, le CFA, excusez-moi, en ce qui concerne le CFA, il faut reconnaître que le débat est houleux, bien sûr, entre les techniciens en la matière. Mais s'il faut que le peuple participe à un tel débat, il faut une explication profonde au peuple pour que le peuple comprenne ce que cela signifie, la monnaie que nous avons dépensée ou utilisée depuis plusieurs décennies. Qu'est-ce qu'il y a le problème aujourd'hui? En réalité, c'est le problème de la compréhension qui se pose à ce niveau. Donc, si vous voulez que je réponde à votre question, je vais essayer d'abord d'expliquer le système monétaire du CFA et puis son avantage avec les pays de la zone franc. Et je dirais aussi, en bref, les inconvénients de cette monnaie. Je rappelle que 14 pays africains utilisent ce franc CFA. Tout à fait, vous avez parfaitement raison. Et c'est ça l'exactitude. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que c'est depuis la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, en 1944-45, qu'on a constaté que le système monétaire du monde entier était bouleversé. À cause de quoi? À cause de la compétition dans la dévaluation des monnaies. Parce que chaque pays avait sa monnaie. Donc dans la dévaluation, c'est une dévaluation compétitive. Donc ce qui a conduit certains pays à s'affaiblir, d'autres à devenir très forts. Et ce qui a donné naissance au nationalisme et des mouvements fascistes en Europe. Et cette guerre qui a aussi embrasé l'Afrique a emporté les colonies de ce moment. Donc c'était pour remédier à ce problème de cascade dans la matière d'évaluation de telle monnaie contre telle autre monnaie, ce qui a amené ce bouleversement mondial. Donc on voulait remédier à ce problème. Donc avec l'accord de Bretton Woods, avril 1944, je pense. Donc c'est là où les belligérants, je dirais même par l'appel des États-Unis, donc on a voulu maintenant trouver un système, une réforme dans le système monétaire international. Donc là, il a été question de faire quoi? Il a été question de trouver un étalon international monétaire. Un étalon, c'est-à-dire c'est comme de l'argent qu'on va déposer en réserve dans une banque mondiale. Et comment ça se fait? C'est ce que je vais expliquer tout à l'heure.
Donc, je dis ça au niveau de notre société, dans le système bancaire dans notre société ici. Donc, pour que les gens puissent comprendre, il faut savoir que nous avons une banque qu'on appelle la BCAO, la Banque centrale. Et nous avons aussi nos banques commerciales comme l'Ecobank, Orabank, la BOA et autres, et Financial Bank, etc. Donc, les banques qui sont sur le marché et qui produisent, ou bien qui prêtent de l'argent aux particuliers, aux ménages et aux entreprises, on les appelle les banques commerciales. Bien, la Banque centrale, c'est elle qui représente la garantie en ce qui concerne le déficit ou la faillite que ces banques peuvent avoir sur le marché. Alors voici le mécanisme. Les banques commerciales, avant d'ouvrir une banque, vous devez avoir un certain taux d'argent que vous allez déposer au niveau de la banque centrale. Et par ce fonds que vous déposez là-bas, on appelle ça la réserve. Donc lorsque vous avez cette réserve là-bas, vous avez ce que vous pouvez utiliser sur le marché. Supposons que nous avons 10 000 francs pour ouvrir une banque. Donc il y a un taux, nous déposons peut-être 40%. Les 10 000 francs, ça dit 4 000. Okay, on dépose ça au niveau de la banque centrale comme garantie. Donc, et le reste, nous l'utilisons sur le marché. Maintenant, en cas de demande, c'est-à-dire lorsque les entreprises ont besoin d'argent ou les particuliers ont besoin d'argent, en cas de cette demande au niveau des banques commerciales, parce que les particuliers ne vont pas au niveau de la banque centrale pour emprunter de l'argent. Donc, en cas de demande, la banque commerciale, qui est l'Ecobank par exemple, qui a besoin d'argent, retourne au niveau de la BCAO, de la Banque centrale, pour faire un prêt, ce qu'on appelle une demande de refinancement. Donc la Banque centrale maintenant donne un certain montant, mais la Banque centrale ne donnera pas tout. Tout ce que l'Ecobank par exemple va demander, on ne lui donnera pas tout. On lui donnera en fonction de ce que l'Ecobank avait déposé en réserve. Donc c'est ça le système. Donc au niveau du franc CFA, les 14 pays dont vous venez de parler, qui font partie de la zone franc, qui étaient des ex-colonies de la France, donc vous allez constater que pour que d'abord notre monnaie CFA puisse avoir une valeur, une solidité, voici ce qui se passe. Dans la vie, à tous les niveaux, ce qu'un individu arrive à produire détermine sa richesse. Donc, c'est son niveau. Donc, et là, ce qu'il arrive à produire détermine sa richesse. Et sa richesse, c'est la valeur de sa monnaie. Par exemple, vous produisez 10 paniers de manioc et moi, je produis un panier de manioc. Si mon argent est l'argent bavon, votre argent est l'argent Dieudonné, on ne peut pas dire que je suis aussi riche que vous parce que ma productivité est moindre par rapport à vous. Donc, il en est ainsi, lorsqu'on dit qu'une monnaie a une certaine valeur, c'est fondé sur la capacité de production, c'est-à-dire la richesse de ce pays-là. Alors, et qu'est-ce qui se passe? Le CFA, tout comme les autres monnaies, a besoin maintenant d'avoir une réserve au niveau d'une banque supérieure, permettant sa garantie au moment des déficits. Au cas où on parle de déficit, lorsque l'économie du pays, on est en train de produire, bon voilà, on vend à l'extérieur. Mais ce que l'extérieur nous vend est supérieur à ce que nous vendons à l'extérieur. C'est-à-dire que tous les pays qui ne sont pas le Togo, ou bien tous les pays qui ne sont pas dans la zone franc, la Chine, l'Amérique, l'Europe, ils nous vendent beaucoup de choses, des habits, des chaussures et tout ça là. Mais ce que nous leur vendons, c'est insignifiant. Alors on parle en ce moment de dette, alors on parle de déficit, balance commerciale extérieure déficitaire. Cela veut dire que vous n'êtes pas capable de produire pour nourrir les autres, c'est les autres qui nourrissent vos besoins. Donc là, à ce moment, on parle de déficit. Quand il y a déficit et que le pays ou la zone qui utilise le CFA a besoin maintenant d'argent pour combler le déficit, alors il va falloir que la zone CFA retourne à la réserve qui représente ici la Banque centrale, retourne à la réserve pour puiser et combler le déficit. Mais ce déficit-là,
il va falloir aussi qu'on explique un peu ce que cela veut dire. Donc, à ce niveau, c'est ce que le CFA a été pour les 14 pays jusque maintenant. Donc, quand ils ont, à la fin de l'année, à fin de productivité et tout, donc, ils mettent une somme. Cette somme est de 60% au niveau de la Banque de France. Avant, au lendemain de l'indépendance, c'est comme ça que ça a été. Donc, ils déposaient 60%, mais le reste, ils sont libres de dépenser en reconstruction économique et en développement. Donc, dans leurs activités économiques, les 40% doivent être utilisés pour pouvoir croître leur économie et réduire le déficit au niveau de la balance commerciale extérieure. Donc, ils doivent travailler dur. Maintenant, à ce niveau-là, le plus grand problème, c'est que lorsqu'ils déposent cet argent là-bas, c'est un système monétaire dans le monde entier, entre le FMI et les autres pays, entre la Banque centrale et nos petites banques commerciales, et entre la Banque centrale et d'autres banques supérieures. C'est un système monétaire, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais maintenant, vous allez constater que lorsque les pays de la zone franc ont besoin d'argent, par exemple au moment de leur déficit, ok, ou au moment de leurs besoins pour réaliser des projets politiques dans le pays, ils sont autorisés seulement à prendre 25% qui représente l'étalon or. L'étalon or, c'est une mesure, c'est comme on parlera de la mesure monétaire. Donc l'or, c'est-à-dire ce qu'ils vont déposer dans la banque, doit être 25% or, c'est la valeur de l'or, et 75% leur monnaie nationale. Donc les 75% et les 25%, 100%. Donc quand ils déposent ça là-bas, qu'est-ce qui se passe? Les 25%, lorsqu'ils reviennent pour reprendre de l'argent, on leur autorise seulement les 25% qui représentent l'étalon or. Et ils ne peuvent pas prendre de supplémentaire sauf sur avis de celui qui les parraine. Donc ici, le problème entre le CFA et la France, c'est que c'est la France qui a pris le parrainage de la zone franc, des 14 pays, au niveau du FMI. Donc, tout argent que les 14 pays produisent et qu'ils doivent déposer à la réserve directement, ils ne déposent pas ça directement, ils déposent ça à la Banque de France. Et la Banque de France, c'est à elle maintenant de déposer au niveau du FMI. Mais puisque la France aujourd'hui appartient à la zone euro, c'est les pays qui utilisent l'euro. Donc, puisque la France appartient à la zone euro, chaque pays a son quota qu'il doit déposer. Le quota qu'il dépose détermine son droit de tirage. C'est-à-dire quand il aura besoin, combien il pourra prendre. C'est comme vous avez 10 000 francs à l'Ecobank, vous ne pourrez pas aller emprunter 1 million. Il y a toujours un quota. Vous avez 100 000, vous pouvez emprunter peut-être 500 000. Vous avez 10 000, vous pouvez emprunter peut-être 50 000. Donc, selon ce que vous pouvez déposer, ce sera en fonction de cela qu'on pourra vous prêter de l'argent. Donc, tout ce que les 14 pays de l'Afrique déposent auprès de la France, cela constitue, y compris ce que la France même produit, cela constitue pour la France un quota lourd, solide. C'est ce qui permet à la France, lorsque la France a besoin maintenant d'argent, pour régler son déficit dans la balance commerciale extérieure, pour régler les besoins du pays. Donc ça permet à la France. La dernière fois, il y a quelqu'un qui parlait sur les médias que ce que nous déposons auprès de la France, ça fait pour la France au moins une réduction de son déficit de 6 à 7% de ce déficit. Vous voyez? Donc, ça aide la France aussi, parce que l'argent ne se thésaurise pas. On ne garde pas l'argent, ça doit circuler. La vitesse de l'argent est très importante pour la croissance économique. Alors là, la France garde ça et l'utilise. Mais ce qui est un avantage pour les 14 pays, c'est que, aussi longtemps que cette garantie est là, nous avons une parité qui est stable. C'est-à-dire qu'on sait que un franc de l'euro ou bien $1 signifie 500 ceci en CFA. Et ça permet aux commerçants, lorsqu'ils font leurs transactions, la transaction est facile et il n'y a pas de difficulté avec les partenaires. Et cela permet également, lorsque le pays a besoin de faire le tirage pour régler certains problèmes de déficit, ils peuvent retirer sans difficulté. Maintenant, les inconvénients.
L'inconvénient, parce que c'est là où se trouve le problème. L'inconvénient, c'est que la première chose, c'est que vous ne pourrez pas aller retirer. D'abord, avant de venir à ça, le premier inconvénient, c'est que avant de faire toute transaction économique avec un pays tiers, il faut que la France parraine ce partenariat entre vous. Par exemple, le Togo veut vendre les phosphates. Il ne peut pas se lever et vendre les phosphates à qui il veut. Puisque c'est la France qui garantit la protection et la stabilité de votre monnaie, il va falloir que la France ait son œil dans ce partenariat pour être sûr que c'est un partenariat qui n'amènera pas un déficit dans la balance commerciale extérieure. Donc ça coince un peu les pays de la zone franc. De deux, avant de retirer de l'argent, si vous avez besoin du supplémentaire, j'ai dit que vous avez un droit de tirage qui est de 25% étalon or. Maintenant, avant de tirer plus que cela, parce que vous avez du besoin, il va falloir obtenir l'avis, non de la banque directement, c'est-à-dire du FMI ou de la BCE, mais vous devez obtenir l'avis de la France. Donc, on est comme des petits-enfants. Avant de prendre notre propre argent qui est dans notre compte, dans notre caisse, il faut parler à papa et papa va dire non, ça c'est beaucoup et ça c'est ça qui est bien. Donc, vous voyez que à ce niveau, excusez-moi, à ce niveau-là, les pays de la zone franc se trouvent un peu coincés de ces deux côtés. Parce que dans leurs besoins, il y a toujours la France qui doit être là, qui doit déterminer ce qui doit être retiré et ce qui doit être fait dans le partenariat. Donc, et en dehors de cela, vous savez que lorsque un pays a l'obligation de sa propre croissance économique, ce pays se développe. C'est-à-dire que vous savez que votre monnaie doit être forte, c'est-à-dire vous devez avoir la richesse, vous devez produire beaucoup, vous devez avoir la richesse et vous devez avoir une économie forte pour avoir une monnaie qui peut s'égaliser aux monnaies fortes du monde. Là, ça vous donne un sens de responsabilité, vous vous réveillez en vous et ça permet le développement. Bon, supposons que vous avez de grands projets à réaliser, mais que la France ne permet pas que vous retiriez tel taux pour réaliser cela. Donc ça peut aussi freiner l'évolution du développement. Alors le plus grand problème pour ces 14 pays aujourd'hui, c'est que cette monnaie CFA peut être utilisée, pas peu, a toujours été utilisée comme un instrument politique. Cela veut dire que on s'assure que, bon voilà, si vous êtes au pouvoir aujourd'hui et vous voulez trop le développement, on peut vous freiner. Si vous venez au pouvoir et que vous cherchez à vous autonomiser sur le plan économique monétaire, donc on peut aussi vous éliminer. C'est ce qui s'est passé avec le feu président Sylvanus Olympio. Donc vous voyez que ça fait que d'une manière ou d'une autre, les présidents africains de cette zone franc sont comme, ils sont en position de vassalité par rapport à la France, d'où les soulèvements que nous connaissons aujourd'hui. Alors, vous allez me demander qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut combattre le CFA ou non? C'est la grande question aujourd'hui, hein? Un débat hyper tranché. Certains économistes anti et francs qui demandent à ce que tous les pays africains quittent le franc CFA, d'aucuns qui chantent la valeur de ce franc CFA. Pas plus qu'hier, la Banque centrale a organisé une conférence de presse réitérant encore la teneur de ce franc CFA comme quoi qui ne représente aucun danger pour les pays africains. Et cependant, il y a des économistes qui martèlent fort et âme, il faut vraiment se départir, il faut vraiment quitter le franc CFA parce que ça constitue une sorte de néocolonialisme, vous le disiez tantôt. Oui, effectivement, Dieudonné, et ceux qui disent qu'on doit sortir du franc CFA, ils ont politiquement raison, ils ont économiquement raison, et d'ailleurs, sur le plan moral, ils ont raison. C'est comme si nos pays sont indépendants, mais une indépendance entre guillemets qui n'est pas réelle. Donc, on ne peut pas être indépendant sans avoir la liberté économique. Et ils ont parfaitement raison. Et là, le problème, ceux qui disent qu'on Je rappelle que notre monnaie CFA même est fabriquée en France, hein, à chaque manière. Et donc, voilà. Ce n'est pas sur le continent africain. Voilà, donc cette indépendance est un peu biaisée. Donc, c'est la raison pour laquelle ces gens se demandent à ce qu'on sorte du franc CFA. Ils ont parfaitement raison. Mais là où le bas blesse, l'autre côté, parce que c'est un débat de doctrine, donc là où le bas blesse de l'autre côté, c'est que quand on demande qu'on sorte du CFA maintenant, honnêtement parlant, ce n'est pas une bonne stratégie. Pourquoi? Je viens de le dire en amont que lorsque un pays, on parle de la monnaie d'un pays, il faut parler de la capacité de productivité de ce pays-là.
sa capacité de produire des choses, à être compétitif, à pouvoir vendre aux autres. Ceux qui nous vendent des chaussures, nous devons être capables de leur vendre des chemises. Ceux qui nous vendent des tomates, on doit être capable de leur vendre des ignames. Mais si eux, ils nous vendent les ignames et tout, nous achetons d'eux, alors nous serons un pays pauvre parce que nous ne sommes pas capables de produire et nous n'aurons pas la richesse et notre monnaie sera faible. Donc c'est la raison pour laquelle, avant de sortir du CFA, il y a des préalables, il y a des choses qu'il faut vraiment mettre en place. Ce qu'il faut mettre en place, c'est la capacité de reconstruction économique et du développement économique de ces 14 pays-là. Cette capacité nous permettra d'avoir quand même des poumons économiques de productivité forts, nous permettra de pouvoir nous reconstruire et de nous développer avec les moyens de productivité. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? La réalité nous dit que, nous voyons très clair, quand on parle de capacité de productivité, on parle d'abord de la main-d'œuvre. Main-d'œuvre veut dire des gens qui ont une intelligence, des gens qui ont le savoir-faire en la matière de production. Lorsque nous parlons de produire des assiettes, le Togo par exemple, on n'a pas encore commencé par produire nos vélos, pas même le pneu de vélo, mais il faut arriver à développer le peuple, que le peuple ait l'intelligence. Des individus qui sont des techniciens en certaines matières, dans des zones où on doit développer la productivité, il faut travailler sur ça d'abord. En dehors de cela, il va falloir que les pays-là qui doivent développer cela soient basés sur des institutions fortes. Parce que l'argent du pays ne peut pas être dilapidé, détourné à des fins personnelles. Où est-ce qu'on aura de l'argent pour développer les moyens de productivité? Vous comprenez la situation? Donc c'est pourquoi aujourd'hui, il est obligatoire que ces 14 pays aient au moins un système, un régime, un système politique démocratique, avec des institutions qui fonctionnent d'une manière forte, des institutions qui fonctionnent avec une bonne gouvernance, une gestion axée sur le développement, axée sur... Mais vous ne voyez pas que le problème est encore reversé à la France, parce que la France a la main mise sur vraiment tous ces processus-là. Mais tout à fait, c'est ça le problème, parce que nous voulons sortir du franc CFA, mais si nous sortons du franc CFA dans l'immédiat, la France va encore coincer le processus qui nous permettra d'avoir une économie forte. Donc c'est la raison pour laquelle il va falloir qu'on puisse mettre en place les préalables, c'est-à-dire que les fondements qui permettront une sortie du CFA à long terme dans une liberté qu'on peut envisager. Mais lorsque nous voulons juste dans ce débat dire aux gens on doit sortir du CFA, c'est vrai, on doit sortir du CFA, mais il faut être honnête. Il faut dire également aux gens que c'est pourquoi j'aime quelque chose en le professeur Kako Ngokpo. Il parle du CFA, qu'on doit sortir du CFA, au même moment, il donne des propositions, des choses qui doivent être mises en place. C'est la raison pour laquelle la CEDEAO, dans sa charte, a d'abord l'obligation de la démocratisation des pays membres de cette organisation. Il y a la bonne gouvernance, axée sur la croissance, axée sur le développement, et il y a aussi le problème de sécurité. Donc toutes ces choses-là, la CEDEAO ne doit pas faire défaillance face à ce but, parce que, et en dehors de cela, il faut la création d'un marché commun. Revenons sur ce point. Le marché, c'est ça qui permet à quelqu'un qui produit d'aller vendre. Donc, vous avez l'offre, vous devez avoir la demande ou les besoins. Maintenant, ceux qui vont acheter ce que vous avez produit, s'ils ne sont pas là, vous allez produire, les choses vont pourrir, personne ne va acheter. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour que la zone franc, c'est-à-dire les 14 pays-là, puissent sortir du CFA et survivre correctement, dignement, il va falloir que les 14 pays créent un marché large. Donc ce marché, la création de ce marché-là, c'est encore un autre processus. Il va falloir que beaucoup de pays abandonnent leur souveraineté douanière. Et c'est ce que la CEDEAO est en train de faire tout le temps. Mais jusque maintenant, ce n'est pas encore rentré dans les us et coutumes de l'Afrique. Vous voyez? Donc, c'est ce que l'Union européenne a fait. L'Union européenne ne s'est pas levée pour devenir l'Union européenne. C'était une communauté économique du charbon et de l'acier. Donc, les pays qui ont constitué cette communauté-là, entre eux, il peut y avoir circulation libre des marchandises, de certaines marchandises. On a commencé avec le charbon et l'acier d'abord, et puis après, il y a eu d'autres marchandises. Aujourd'hui, dans le droit matériel de l'Union européenne, ce qui est important, c'est que lorsque vous prenez un produit, vous avez produit, supposons que vous avez produit au Maroc,
vous n'êtes pas dans l'Union européenne, vous avez produit au Maroc et que vous voulez aller vendre dans l'Union européenne, peut-être en Espagne ou en France, quand vous rentrez en Espagne, vous payez la taxe douanière, qui est la taxe particulière du pays que le pays même impose à toute production extérieure. Maintenant, lorsque vous arrivez à la frontière entre l'Espagne et la France, vous allez encore payer la douane. Mais dans la zone de l'Union européenne, quelqu'un qui produit la même chose en Espagne et qui veut aller vendre peut-être en Hollande, il traverse la frontière entre l'Espagne et la France, il paie une taxe douanière qui est déjà fixée par l'Union européenne. Ce n'est pas la France qui fixe ça. Ce n'est pas d'autres pays qui individuellement fixent ça. C'est l'Union, c'est l'espace qui a fixé ça. Dès que le monsieur paie la douane à la frontière entre l'Espagne et la France, alors lorsqu'il sera entre la frontière France, supposons Allemagne, il ne va plus payer de taxes. Lorsqu'il se déplace, il va en haut. Entre l'Allemagne et la Pologne, il ne va plus payer. Lorsqu'il va en Hollande, il ne va plus payer. Vous voyez? Donc, il faut ces mécanismes-là pour avoir le marché quand même large. D'abord, avant de pouvoir nous mettre dans la position de industrialisation, etc., nous permettant d'avoir une économie riche et forte. Alors, selon vous, M. Bavon, il faut la sortie du franc CFA, mais un préalable, avec des préalables très solides. Très solides, absolument. Nous changeons un peu de page pour attendre la politique politicienne. M. Bavon, vous aviez été de ceux qui avaient découragé la tenue des législatives du 20 décembre dernier. Oui. Cependant, il y a eu des élections, oui. Il y a eu du scrutin le 20 décembre dernier, une Assemblée nationale est en place aujourd'hui. Eh bien, la machine continue de rouler, oui. Direction 2020. D'entrée de jeu, est-ce que vous regrettez aujourd'hui avoir commis une erreur pour n'avoir pas participé au législatif? Non, il n'y a pas de regret, on n'a pas eu de regret. Le phare n'a aucun regret en la matière parce que nous avions déjà dit, avant, déjà lorsque la CEDEAO a fait sortir sa feuille de route, le phare avait déjà fait valoir sa position en ce qui concerne la participation aux élections. Le phare a dit on ne participera pas aux élections législatives dans le but d'être neutre et de pouvoir faire des analyses impartiales. Et d'ailleurs, mais notre position a été que la C14 participe aux élections législatives, mais que la C14 n'espère pas avoir la majorité absolue que la situation réelle pourrait lui promettre. Pourquoi? Parce que nous avions tout de suite évoqué la situation dans laquelle la CEDEAO même ne pouvait pas résoudre le problème togolais en permettant à l'opposition togolaise d'avoir une majorité forte ou bien absolue, s'il faut le dire même, au niveau du Parlement. Pourquoi? Nous avions bien souligné que si l'opposition parvenait à avoir une majorité forte au Parlement, il pourrait passer des dispositions arbitraires. Parce que nous sommes dans une situation de crise et c'est une situation de bras de fer et les gens cherchent la victoire d'un camp contre un autre. Mais lorsqu'on donne cet atout, cet instrument de majorité parlementaire à l'opposition, d'abord, sur le plan politique, il va falloir immédiatement nous rentrer dans la situation que nous appelons la cohabitation. Donc le Premier ministre sera nommé par le président de la République, mais issu de l'opposition. Donc le président ne sera plus libre de choisir le Premier ministre comme il le voudra. Et quand le Premier ministre est issu de l'opposition, en ce moment, on a un problème. Le problème fondamental, c'est que le pays a deux têtes et qui sont dans deux sens différents et le pays devient non gouvernable. Et moi, nous conseillons à l'époque-là que la C14 ne cherche pas forcément à avoir cette victoire-là. D'ailleurs, cette victoire serait comme préférer la peau de la bête à la chair de la bête. Parce que ce n'est qu'une petite victoire, mais qui ne va pas arranger les choses. Donc, lorsque la C14 a décidé de ne pas aller aux élections, donc nous avons dit, ok, d'accord, mais de toute façon, la C14 ne pourrait pas aller à ces élections. Et nous avons parrainé la C14, on a soutenu sa position. Vous ne le regrettez pas aujourd'hui? Nous regrettons avoir soutenu cette position de la C14 lorsque nous avons appris plus tard qu'il y a eu des négociations en fait entre les facilitateurs et les leaders de la coalition. Et alors que c'est
ces consensus n'ont pas été portés au su de la population. C'est en cela que beaucoup disent que l'opposition, en fait, la C14 ne dit pas la vérité au peuple. Non, il ne faut pas aller jusque-là. Il ne faut pas dire que la C14 ne dit pas la vérité aux gens. C'est parce qu'en politique, il y a certaines personnes qui pensent qu'il y a des choses que le peuple ne doit pas savoir maintenant. Alors que le peuple de 1998 n'est plus le peuple de 2018. C'est un nouveau peuple. Nous sommes dans une époque d'information où tout le monde est au courant de tout ce qui se passe. Même s'ils ne sont pas au courant aujourd'hui, ils seront au courant demain. Donc c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas du tout été d'accord avec la coalition de n'avoir pas pu informer certains d'entre nous, ou le peuple en général, sur les processus qui ont eu entre eux et les facilitateurs. On a appris plus tard que les facilitateurs ont été d'accord avec les leaders de la coalition sur certains points. Et eux aussi étaient d'accord, mais à leur retour... Ce qui était normal, en politique, il y a toujours des concessions. Voilà. Mais à leur retour, il y a eu des gens qui se sont dissociés de cet accord. Et ça a amené, toute la coalition n'est pas allée aux élections. Ils auraient pu aller si c'est que les choses étaient claires. Le problème de l'opposition à ce niveau, si vous me permettez, c'est de dire que l'opposition a besoin d'un instrument de sensibilisation et d'information. La communication, nous l'avons toujours souligné, la communication au niveau de la politique togolaise est, je ne dirais pas médiocre, mais elle n'est pas à la hauteur. C'est un peu fermé. Oui, elle est un peu fermée. Alors que ça nous punit. Lorsqu'on n'informe pas les gens n'ont pas la compréhension. Quand ils n'ont pas la compréhension, ils n'ont pas la mobilisation. Et quand il n'y a pas de mobilisation, il n'y a pas de manifestation. Donc c'est la raison pour laquelle on doit rapidement remédier à cela. Alors aujourd'hui, beaucoup sont en train de prédire la mort de cette coalition. Et vous, qu'est-ce que vous en dites? Ce n'est pas nous qui prédisons. Hein. Nous, on n'est pas de ceux qui prédisent la mort de la coalition. Nous souhaitons que la coalition soit forte. Mais c'est la coalition elle-même qui a annoncé sa mort dans un communiqué de presse, entre-temps que la coalition va se transmuer en un grand mouvement citoyen de libération nationale. Vous croyez en ce mouvement? Mais ce mouvement, pourquoi pas? Ça pourrait avoir lieu si les bonnes démarches ou je dirais les méthodes appropriées sont embrassées. C'est un mouvement qui pourra faire des résultats. Monsieur Bavon, nous sommes à quelques mois de la présidentielle au Togo, quoi qu'on dise. Voilà, il va y avoir une élection ou alors des locales, ça a été annoncé. Oui. Mais ce qu'on vise au grand aujourd'hui, c'est la présidentielle de 2020. Alors, comment envisager cette présidentielle? Comment envisager une alternance dans cette position de la C14 actuelle? Ah ouais, Monsieur Dieudonné, la réalité c'est que il y a un grand déséquilibre sur la scène politique parce que nous constatons le parti au pouvoir qui est en train d'œuvrer sérieusement. Hein? Le parti au pouvoir est en train d'œuvrer sérieusement pour conquérir le pouvoir en 2020. Nous avons entendu... Garder le pouvoir. Oui, garder, voilà, tout à fait. Donc, nous avons entendu la dernière fois l'annonce de la candidature du président Faure Gnassingbé. Donc, lorsque d'aucuns nous disaient entre-temps que le Parlement actuel va faire des réformes au-delà de l'entendement du peuple. Donc, l'entendement du peuple, c'était que le président de la République ne se représente plus en 2020. Mais là, lorsque sa candidature est annoncée, donc nous imaginons un peu déjà les frontières ou les limites qui sont déjà données à ces réformes qui auront peut-être lieu. Bon, ça c'est les éléments du déséquilibre dont je parle. Donc, vous voyez que UNIR est déjà en pré-campagne. J'avais dit entre-temps sur les médias que le gouvernement qui est mis en place n'est pas un gouvernement de façade, c'est un gouvernement qui a une mission à accomplir. Une mission de tout faire pour faire croire au peuple togolais que la solution au problème togolais se trouve avec le parti au pouvoir. Donc ils vont tout faire pour convaincre les gens. Donc ça, ils sont en train de bien faire et ça c'est l'une des choses que moi j'aime en l'UNIR parce qu'ils sont pragmatiques et réalistes. Lorsqu'ils veulent faire quelque chose, ils sont ciblés sur le but. Voilà. Maintenant, quitte à nous maintenant de décider quelle démarche prendre pour contrecarrer les démarches du parti. C'est ce qui est toujours reproché à l'opposition qui n'est jamais concentrée sur le but. Non, le problème, c'est que il ne faut pas trop tirer à boulette rouge sur l'opposition tout le temps.
Parce que vous savez, faire la politique, d'abord, je vais souligner ce point. Faire la politique, ce n'est pas facile pour tout le monde. Vous voyez, il n'est pas facile pour tout le monde de faire la politique. Il n'est pas donné à tout le monde de faire la politique. C'est pourquoi ce n'est pas tous ceux qui ont des doctorats en droit ou en sciences politiques ou en économie qui se pointent pour faire la politique. Voilà pourquoi n'y va pas qui veut. Oui, tout à fait. Donc, il va celui qui en a le courage. Tout à fait. Donc, l'audace de la politique n'appartient pas à tout le monde. D'abord, il faut être très intelligent, il faut avoir des compétences et il faut aussi savoir comment rassembler les gens. Il faut avoir un cœur qui est bien préparé. Savoir aussi anticiper. Anticiper les choses. Donc, cette intelligence-là manque à beaucoup de personnes. Donc, c'est pourquoi je respecte beaucoup les politiciens. Ça, c'est un point. La deuxième chose, c'est que si l'opposition togolaise n'a pas eu de résultats depuis toutes ces années jusque maintenant, vous devez savoir que nous sommes en train de suivre une guidance, je dirais une guidance de la main invisible dans la vie. C'est-à-dire que le temps pour cette alternance n'était pas encore arrivé. Lorsque nous étions dans la rue tout le temps, dans les années 90 et tout ça là, on y croyait dur comme fer qu'il y aura de l'alternance. Mais ce n'était pas le temps. Maintenant, nous avons la certitude que c'est le temps. Donc, le temps aussi a fait que lorsqu'on n'est pas dans le temps approprié, on multiplie des erreurs, on se fait des illusions, on pense que voici le chemin approprié, mais la fin de ce chemin conduit toujours au chaos. Donc, c'est ce que nous avons connu jusque maintenant. Ce n'est pas toujours absolument la faute de la C14 ou bien de l'opposition en général, mais c'est à cause du temps aussi. Et en dehors de cela, il faut savoir que lorsque nous parlons de l'alternance, c'est un travail. Lorsque nous parlons de politique, la politique c'est un travail. Il faut avoir de l'argent. C'est pourquoi, je reviens encore là-dessus, ceux qui font la politique, je les respecte parce que quand vous ne mangez pas bien à la maison, vous ne pourrez pas faire la politique. Donc, du moins, vous allez vous rallier à celui qui est fort et qui a de l'argent et mérité là-bas pour pouvoir manger. Mais lorsqu'on parle de politicien, quelqu'un qui se tient pour faire la politique, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas mangé. Donc, il faut de l'argent. Mais non seulement ça, il faut arriver aussi à mobiliser un think tank, c'est-à-dire un conseil de professionnels, des gens qui arrivent à donner des stratégies appropriées. Mais nous avons toujours fait une politique sur l'état primitif, c'est-à-dire une politique primitive où nous pensons, celui-ci dit non, je pense que ça doit aller comme ça. L'autre aussi dit non, je suis ton chef, tu ne peux pas me dire ceci. Donc on a toujours été dans cet imbroglio pendant longtemps, mais maintenant est devant nous une situation très importante. Je tiens à le souligner ici que les élections de 2020, que le peuple le sache, que ce n'est pas un match entre un parti et le UNIR qui est au pouvoir. Ce n'est pas un match, ce n'est ni une loterie, ce n'est ni un match entre une coalition et le parti au pouvoir. C'est un jeu de notre vie. C'est une question de vie ou de mort. C'est notre vie qui sera jouée. C'est la vie de tous les Togolais, du nord jusqu'au sud. Et je peux vous surprendre que c'est l'avenir de ceux qui sont dans l'UNIR eux-mêmes aussi qui sera joué. Parce que ce n'est pas une question de victoire d'un camp contre un autre. C'est une question aujourd'hui de faire sortir le Togo d'un gouffre et de lui donner une nouvelle lumière, un nouveau jour de vie. Donc, ce n'est pas une question de c'est moi qui dois être président, c'est vous. Parce que je vous supporte bien, c'est l'autre, ce n'est pas moi, c'est personne, ce n'est pas lui, c'est personne. Non, 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 non. Les Togolais doivent sortir de cette mentalité-là et savoir que c'est notre vie qui va se jouer d'abord et l'avenir de nos enfants. Et lorsque nous commettrons l'erreur, à Dieu ne plaise, qu'on commettra l'erreur de faire revenir encore ce système politique que nous connaissons depuis plusieurs années, encore au pouvoir, le Togo risque de rentrer dans un cercle village pour plus de 50 ans. Je disais à quelqu'un la dernière fois, lorsque nous commettons cette erreur, nous allons le regretter sur le plan national, sur le plan international. Et ce que nous subissons maintenant va multiplier. Pourquoi? Parce que ce n'est pas que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont des diables à abattre. Ce n'est pas que les gouvernants d'aujourd'hui sont des gens qu'il faut forcément guillotiner. Mais c'est parce que le système dans lequel ils sont tombés est un système qui les a pris au piège. Vous vous rappelez que nous avons connu seulement la dictature, hein? Lorsqu'il y avait les royaumes, on a connu seulement la dictature. Donc un roi qui est au pouvoir jusqu'à sa mort. Après son fils prend. Mais lorsque la colonisation est venue, la colonisation ne nous a pas enseigné la démocratie. C'était encore la dictature. Donc après la colonisation, ceux qui sont venus
qui ont voulu faire la démocratie, ils n'ont pas pu parce qu'ils ne pouvaient même pas, parce qu'on n'était pas encore prêt. On ne savait pas ce que cela signifiait d'être libre vis-à-vis de ces gouvernants. Donc la dictature a dû nous conduire, parce que nous n'étions pas encore matures. Donc la dictature a dû nous conduire jusqu'au moment où Faure est venu en 2005. Il est venu en 2005, donc il avait une mission. Et sa mission, selon les conseils que les gens donnent par-ci, par-là, sur le plan spirituel, etc. Donc, sa mission devrait terminer maintenant déjà. Il n'y a pas de prolongation là-dessus. Mais maintenant, le problème, c'est que sa mission termine. Mais cette mission-là, quand elle terminera, ok, quelle sera la suite? Parce que les gars ont été pris au piège d'un système qui est un système de moi d'abord, les autres après. Qui a été un système de... Il faut détourner pour garantir notre survie. Il faut être plus fort que les autres et leur empêcher de venir sur la scène politique. Il faut paupériser le peuple pour que le peuple ne soit toujours soumis. Ça a été le système. Ce n'est pas seulement le Togolais qui a connu ce système-là. Tous les pays qui ont connu l'oligarchie ou une seule personne au pouvoir ou un seul groupe de personnes ayant l'autorité politique et économique du pays dans les mains, ils ont connu les mêmes, parce que c'est toujours le même système partout. Mais maintenant, ces personnes qui sont là-bas, il va falloir maintenant qu'on les aide. C'est pourquoi je dis que cette élection est capitale pour eux aussi. On doit les aider parce que s'ils sortent de là n'importe comment aujourd'hui, ils risquent de tomber dans les mains de la chasse aux sorcières, des règlements de compte, de la vengeance et du n'importe quoi. C'est pourquoi ils ne peuvent pas sortir n'importe comment. Alors, leur sortie aujourd'hui doit être perpétrée par nous qui sommes dans l'opposition. C'est pourquoi le phare a toujours été contre la politique du chaos, la politique de la vengeance. Ceux qui ont été blessés par ce régime doivent être forcément indemnisés. Leurs blessures doivent être pensées. Il faudrait que le passé soit bien réglé avec ces personnes pour qu'on puisse redémarrer une nouvelle vie. Mais là, c'est nous qui devons les aider maintenant. Et parce que moi, je ne me mets pas à la place d'un président qui se voit désavoué par son peuple à tous les niveaux. On voit ça dans les rues, à 20h, 21h, les rues de Lomé, de nos quartiers, sont désertes. Pourquoi? Parce que le peuple n'a plus confiance en ses gouvernants. C'est une situation psychologiquement qui est très traumatisante. Mais vous voulez qu'ils partent, ils vont partir comment? Donc c'est pourquoi le phare s'est positionné toujours dans la politique de la réconciliation. Ils doivent partir parce que leur temps est arrivé de partir. Maintenant, comment vont-ils partir? C'est ce que nous sommes en train d'organiser maintenant et de dire et de faire comprendre au peuple que oui, ces gens ont fait beaucoup de choses qui nous ont blessés, mais ils ne les ont pas fait juste parce qu'ils sont de mauvaises personnes. Ils les ont fait parce que le système dans lequel ils sont rentrés les a contraints à cela. C'est ça que nous faisons comprendre au peuple aujourd'hui. Parce que nous avons de l'avenir et le peuple togolais a un destin très grand qui ne doit pas être perdu dans cette élection qui vient. Pasteur Bavon, nous parlons de 2020. Hein. Oui. Comment circonscrire cette lancée de réconciliation jusqu'en 2020 et éviter le chaos dont vous parlez? Non, et le problème, c'est que d'une part, nous avons le problème de ne pas garder ce système au pouvoir. Vous savez? C'est impératif. Oui, ça c'est obligatoire. On ne doit pas garder ce système au pouvoir. Ça c'est la première problématique. La seconde problématique, c'est qu'on ne doit pas faire partie de ceux qui sont au pouvoir. Vous parlez de système et non d'individu. Non, je parle du système. Parce que quand on parle du système, un système c'est des manières de faire. Si ce ne sont pas des règles écrites, ben c'est des comportements habituels de gérer un pays par les institutions qui fonctionnent à la manière d'une certaine manière donnée. Donc c'est ça le système. Mais ce système, ces institutions fonctionnent par des agents. Vous comprenez? Il y a des agents qui travaillent au nom de ce système. Et le danger, c'est que celui qui est habitué au goût du vin, il est habitué à ce goût-là, et ça le saoule, ça lui fait mal, mais il en est habitué. Alors, il est contraint d'en prendre tout le temps. Ce n'est pas que ces personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui ne savent pas que non, ça ne va pas, il faut qu'on change. Mais puisqu'ils en sont déjà habitués, ça leur donne un faux plaisir de sécurité contre les autres, une liberté dans les règles qui contraignent les autres, etc. Donc vous voyez, c'est la raison pour laquelle nous avons ce problème de l'autre côté. Lorsqu'ils vont partir, comment ils vont partir? Voilà. Et quand ils vont partir, quelle sera la suite? Mais il ne suffit pas seulement de parler.
On ne peut pas se lever un jour et raconter, nous allons vous montrer quand vous allez partir. Vous parlez à l'armée que quand nous viendrons, on va diviser l'armée en deux. Ils sont trop nombreux. Bon, vous voyez, c'était des discours qui étaient sincèrement erronés. Parce que, mais à cause de l'engouement, à cause de la passion et le besoin pressant de voir le changement dans ce pays, les gens avaient tenu ce discours-là. Aujourd'hui, il va falloir que le discours change. Mais non seulement le discours va changer, mais il va falloir que ceux qui sont au pouvoir aient des garanties dans nos comportements, dans nos attitudes, que effectivement, si un jour on quittait, ces personnes ne sont pas en train de nous jouer la malétique, et si un jour on partait, nous allons toujours tomber dans la bonne mansuétude humaine. Et là, vous vous adressez à qui? À la classe de l'opposition? Non, je m'adresse à personne, je m'adresse à vous et moi. Je m'adresse aux phares, je m'adresse à tous ceux qui veulent le changement dans ce pays. Vous savez, il n'est pas bien aussi de croire que la responsabilité du changement incombe à une personne obligatoirement. Ceux qui sont de la C14, ils sont venus de leur propre gré pour faire la politique, par amour de leur pays. Non, je ne parle pas de la C14 forcément, hein, de la classe de l'opposition. Oui, en général, je parle au peuple en général. Je parle à vous et moi, je parle à tout le monde. Quiconque est concerné par la vie de son pays, de sa patrie, je leur parle pour comprendre que voici le chemin que nous devons adopter maintenant. Il faut un autre langage. Il faut un autre langage, il faut une autre habitude, une nouvelle démarche. Ça, c'est sur le plan entre le pouvoir et le peuple. Maintenant, sur le plan stratégique, quelles sont les stratégies à adopter? Il paraît aujourd'hui au peuple togolais qu'il serait difficile. C'est comme si le pouvoir a repris la main. Le gouvernement. C'est pas que c'est comme si le pouvoir a repris la main. Il a repris la main, un gouvernement purement unir. Oui. Quoi qu'on dise, l'Assemblée nationale, Oui. eh bien, c'est le boulevard laissé par l'opposition. C'est bien occupé. Hein. Ouais, on dira que bon, ils ont repris la main. Mais cette reprise de la main est éphémère. Il faut le comprendre. Pourquoi? Parce que d'abord, le peuple togolais doit savoir qu'il doit se démystifier de l'image omnipotente que UNIR se donne dans ce pays par rapport au pouvoir. C'est normal que quiconque est au pouvoir se donne l'image de la force. Vous ne pouvez pas être au pouvoir et donner l'image d'un faiblard. Vous devez donner l'image de la force. Mais cela est en train d'hypnotiser le peuple. Les gens voient que, bon, attends, c'est un pouvoir omnipotent qu'on ne peut pas renverser, on ne peut pas mettre fin à ce pouvoir du jour au lendemain. On peut y mettre fin. Et je vous dis que les stratégies sont très simples. C'est des choses qu'on peut démontrer sur un tableau tout de suite. Mais lorsque le temps viendra, on en parlera. Parce que il ne faut pas croire que c'est impossible. J'ai entendu certaines personnes dire la dernière fois que il y a des personnes qui utilisent le maraboutage, le charlatanisme, des choses occultes et tout cela pour garder les gens au pouvoir et tout. Je voudrais vous faire comprendre que nous laissons de côté ce débat-là. Le débat du charlatanisme, maraboutage, tout ça là. C'est dépassé. C'est dépassé. On laisse ça de côté. Pourquoi? Parce que je vous dis en vérité, on a dit que le peuple a été endormi par le maraboutage. Non, ce n'est pas le maraboutage qui a endormi le peuple. C'est la colère du manque de résultats qui a endormi le peuple. Lorsqu'il n'y a pas de résultats, le cœur est brisé, l'esprit est brisé. Et là, on lâche tout. C'est pourquoi le peuple est en train de faire comme si le peuple n'est plus intéressé. Le peuple est hautement intéressé à ce qui se passe au Togo aujourd'hui. Et le peuple veut à tous les niveaux ce changement-là, par tout moyen. Mais la vérité, c'est que il faudra faire comprendre aux gens que ce pouvoir qui est en face de nous n'est pas un géant qu'on ne peut pas conquérir, n'est pas une montagne qu'on ne peut pas soulever. Ce n'est pas une mer à boire. Mais lorsqu'on a les bonnes stratégies, on peut y parvenir. Histoire de maraboutage, laissons tomber. Nous ne sommes que des petits. Hein. Mais s'ils demandent à ces marabouts-là aujourd'hui, les marabouts leur diront que le Togo n'est pas fait que de faiblards ou bien de lâches. Nous ne sommes pas des lâches. Nous avons des gens dans ce pays qui ont la parole. Je vous dis, la parole qu'ils vont prononcer dans leur chambre à coucher et tout le monde ressortira dans la rue avec d'autres manifestations. Moi, je connais cette parole. Pourquoi est-ce que nos grands-pères comme les Monseigneur Koudjo, eux aussi, ils ont ces paroles, ils le savent.
Il y a beaucoup de personnes qui ont de retenue parce que nous voulons que le peuple aille dans un certain sens pour qu'on empêche le chaos. Le pays qui se plonge dans la protection, ou bien dans la destruction de soi, ce pays n'arrive pas à se relever vite. Mais lorsque les présidentielles vont arriver bientôt, vous verrez que tout ce peuple va encore se relever. Le feu va revenir encore. Pourquoi? Parce que le peuple est fatigué de la souffrance. Est-ce que, ma question elle est là, 2020. Oui, est-ce que c'est possible? C'est possible. C'est pourquoi je vous dis que c'est possible et très simple. Ce n'est pas seulement possible, c'est une chose très simple. Les stratégies sont là. Moi, je ne peux pas me mettre à donner des stratégies en public ici parce que lorsque vous allez à une bataille, les stratégies sont souvent gardées. Parce que l'autre côté que nous voulons mettre à l'écart du pouvoir, si vous vous mettez à parler de vos stratégies devant eux, ils vont savoir comment se préparer pour contrecarrer. Est-ce que le phare va se joindre à un regroupement d'opposition d'ici peu pour mettre en branle ces stratégies-là? Évidemment, nous allons nous joindre à... Nous avons la vocation de supporter n'importe qui a à cœur la mission que nous avons de pouvoir garantir l'alternance au peuple togolais. À condition, sous réserve que cette personne ait le profil que nous cherchons. Parce que il ne s'agit pas seulement de suivre des gens parce que c'est un opposant, parce qu'il a été opposant pendant plusieurs années, ou bien c'est lui qu'on a toujours suivi. Non, nous ne sommes pas dans cette logique. Nous sommes dans la logique rationnelle. Elle est la suivante. Il faut que celui-là que nous allons soutenir soit quelqu'un qui pense une victoire nationale et non une victoire personnelle ni partisane, une victoire de son camp. La personne doit être quelqu'un qui va pour sauver et le camp de UNIR et le camp du peuple. Ce n'est pas une personne qui va pour son compte, pour sa gloire. Nous ne sommes pas dans la logique de supporter cette personne. De deux, nous ne sommes pas dans la logique de supporter des personnes qui pensent qu'il va falloir qu'il y ait des discours revanchards, il va falloir qu'il y ait quand même des règlements de compte. On ne suit pas ce profil-là. Nous ne suivons pas non plus le profil des personnes incompétentes. C'est très dangereux. Nous voulons le changement. Mais lorsque celui qui va venir n'aura pas les compétences de redresser le pays, de remettre le pays sur le fondement qu'il faut, alors nous aurons perdu, nous allons chasser le voleur pour acheter le sorcier. Donc on ne veut pas cette situation. Donc il va falloir que l'individu ait la compétence de leadership, la compétence d'organisation, la compétence politique du pays, la compétence culturelle de rassembler tous les Togolais du nord au sud. Nous avons écrit un posting la dernière fois en disant que lorsque nous comprendrons que le nord est dans le sud, que le sud est dans le nord, que les deux ne sont pas séparés, mais sont une seule chose, alors nous comprendrons la politique constructive dont nous avons besoin pour mettre fin au chaos dans le Togo. Alors, cette personne doit avoir cette mentalité-là, de rassembler tout le monde. On en a assez de la division ethnique. On en a assez parce qu'on veut garder le pouvoir, donc on redresse telle ethnie contre telle autre. On en a fini. On ne veut plus des gens non plus, on ne veut pas des gens non plus qui diront que c'était le tour des Kabyles, maintenant c'est le tour des Mouba, ou c'est le tour... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Et ce discours-là, on n'est pas dedans. Le discours dans lequel nous sommes, c'est que ce que le mouvement a donné dès le début, il faut parfaire les discours au jour le jour. C'est pourquoi le mouvement a commencé avec beaucoup d'intensité. Mais j'ai aimé ce que Tikpi Achadam a dit lorsqu'il disait que nous allons faire ces manifestations à main nue et le Dieu du ciel nous aidera. Ça, c'est le discours qui va dans la perfection au jour le jour. Vous comprenez la situation. J'ai aimé le discours d'un certain, comment appelle-t-on, un membre de la C14, entre-temps, qui disait que nous n'allons pas au pouvoir pour nous, nous irons au pouvoir pour tous. Ça, c'est des discours qui doivent se parfaire. Sauf si, je ne sais pas si le parti au pouvoir pourra avoir confiance à ceux qui ont tenu un discours revanchard pendant longtemps. Mais est-il que le profil de personnes que nous allons soutenir est là? Est-ce qu'il faut penser aujourd'hui à une alternance à la congolaise? Vous avez suivi le scrutin en République démocratique du Congo, ce que cela a donné aujourd'hui. Est-ce que c'est le même scénario qui se dessine au Togo? Les réalités ne sont pas les mêmes, certes. Ouais, le Congo est pour moi un pays ami parce que j'ai fait longtemps le Congo, Kinshasa.
Je connais très bien le président Tshisekedi. On s'est rencontrés plusieurs fois là-bas et on s'écrit jour au jour. Donc, je l'encourage tout le temps. À chaque fois, dans ses mouvements, je parle avec lui, je lui écris. On s'écrit quand même. Alors, la chose, c'est que j'ai admiré ce qui s'est passé au Congo. La dernière fois, le président Félix, il est parti rencontrer Kabila. C'était quand même intéressant. C'est beau. Toutefois, je vous dirais que je suis un peu méfiant toujours de copier le prototype des autres au Togo. Pourquoi? Parce que le Togo s'est révélé un pays symptomatique, atypique de par sa vie depuis le commencement. Et on comprendra que le Togo a une certaine manière de vivre la vie, le destin du Togo même, et se comporte d'une certaine manière insondable. Et à chaque fois que nous voulons ressembler aux autres, vous comprenez que nous échouons toujours. La dernière fois, lorsque nous avons eu les manifestations, on a voulu ressembler au Burkina Faso, ça n'a rien donné. Donc, on veut encore ressembler au Venezuela, on continue les manifestations, ça ne tient pas. Donc, il faut qu'on cherche réellement quel sera notre mécanisme à nous, adaptable à nos réalités. C'est bien là-bas, mais si quelque chose de là-bas pourrait rentrer en jeu dans notre manière de le faire, je pense que ce serait une bonne chose. Alors, est-ce que le phare se positionne déjà pour 2020? Positionner comment? Participer ou alors présenter un candidat? Nous n'avons pas de candidat pour le moment, mais la réalité c'est que nous sommes dans la position de soutenir la personne dont le profil a été décrit tout à l'heure pour que nous puissions avoir. Mais nous allons quand même accompagner les personnes. Si Dieu le veut, peut-être quelqu'un d'entre nous, peut-être le président du phare sera candidat ou peut-être vous-même, vous êtes sympathisant du phare. Alors, monsieur Bavon, eh bien la C14 aujourd'hui, oui, c'est vrai, la C14 reste un an, mais il y a plus 14 partis dans ce regroupement. On entre peut-être 13, bientôt, je ne sais pas s'il va y avoir encore de défections. Est-ce que dans cette logique, avec cette allure, on peut véritablement se retrouver avec un grand rassemblement? Vous l'avez dit tantôt, il faut repenser la politique, il faut retourner à une autre école de politique et de discours et de stratégie. Est-ce que cette allure peut conduire à ce niveau ou alors il faut compter avec un autre regroupement? Je ne suis pas, personnellement, à mon sens, je ne pense pas que ce soit une bonne chose de faire table rase de ceux qui ont milité dans la lutte depuis le commencement jusqu'à maintenant. Je ne suis pas dans cette logique. Moi, je pense plutôt qu'il faut que l'ancienne chose fasse peau neuve. Cela veut dire quoi? Des gens qui étaient là, qui ont lutté jusqu'à maintenant et ont eu des expériences. Je ne pense pas que vous serez candidat aujourd'hui sans vouloir obtenir des conseils de M. Jean-Pierre Fabre. Pourquoi il a échoué 2 fois, il vous dira. Et ça vous permettra de ne pas échouer. Je ne pense pas que vous allez vouloir être candidat aujourd'hui sans parler avec Maître Agbouibo ou sans parler avec les autres qui ont milité pendant tout ce temps-là. Donc c'est la raison pour laquelle je dirais les héros de cette lutte qui étaient là depuis ne doivent pas être rasés comme s'ils n'ont rien fait. Mais il va falloir que ces héros permettent à de nouvelles forces, de jeunes lions, de les accompagner, d'être devant avec eux. Eux aussi peuvent être derrière eux, les soutenant. Parce que je viens de le dire, je le répète, que l'alternance de 2020, ce n'est pas pour une personne, ce n'est pas pour un parti, c'est pour tout le Togo. Donc ici, nous sommes, je pense, dans l'intelligence de nous rassembler et de trouver les meilleures personnes qui puissent convaincre le peuple, les meilleures personnes qui puissent donner encore une vie au cœur du peuple, dans la motivation. Des personnes avec cette compétence dont je viens de parler tout à l'heure. On ne doit pas, si on doit gagner, on ne doit pas s'imposer comme arbitrairement, quoi. On ne doit pas s'imposer arbitrairement dans le choix de qui que ce soit. Il va falloir quand même permettre à des personnes de pouvoir émerger. Vous comprenez la situation? Ouais, entre-temps, je disais à quelqu'un que il y a beaucoup de personnes qui ont manifesté pendant les crises là. Nous avons vu leur performance, leur façon de répondre à des questions, leur manière d'être sincère. Alors pourquoi ne pas permettre à ces personnes de pouvoir rentrer à la première ligne dans les choix
Ok, ils peuvent être 6, ils peuvent être 7 en début. Mais puisque nous sommes ensemble, on verra ceux qui vont se dégager, qui pourront être de gros morceaux et qui pourront faire face à ce pouvoir afin que nous puissions avoir cette alternance. Pour vous, au phare, l'alternance est impérative en 2020. L'alternance est vitale. Si nous ratons cela, nous rentrons dans 50 ans, voire 100 ans de difficultés. C'est obligatoire. Il faut le dire à vos enfants à la maison, il faut le dire à vos femmes à la maison. Ce n'est pas l'affaire de ceux-là. C'est notre affaire. Ce n'est pas l'affaire de la C14. Ce n'est pas l'affaire de Jean-Pierre Fabre ou de Madame Adjamagbo. Ce n'est pas leur affaire. Eux, ils sont, en tant que citoyens, ils se sont sacrifiés seulement pour être devant. Mais c'est l'affaire de nous tous. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Vous comprenez? Je ne dirais pas. Et lorsque cette alternance n'arrivait pas, qu'est-ce qui... Ah non, c'est pas bien de dire des choses comme ça parce que nous, au phare, ne dites pas si. Hein, vous comprenez, ne dites pas si. Parce que je comprends cette logique. À chaque fois que les gens fonctionnent, et comme ça, et au cas où ça n'arrivait pas, ok, qu'est-ce qu'on doit faire? Non. Le phare est dans la logique d'un but indivisible. Le but est l'alternance, rien que cela. On n'envisage pas autre chose que cette alternance-là. Pourquoi? Parce que, je viens de le dire, si on rate cette alternance, ce qui ne devrait pas arriver, on risque de rentrer dans un cercle de douleur virale. Donc c'est pourquoi il va falloir qu'on ait un objectif fixé. Celui qui va représenter le peuple doit être un cœur de lion. Quelqu'un qui est sûr et qui doit tout donner, qui doit mouiller les maillots et jusqu'à donner les grosses gouttes de sang, comme Jésus l'a fait, pour pouvoir atteindre le but, s'il faudra cela. Vous comprenez la situation? Donc, ce n'est pas une question de loterie. Au cas où on ne gagne pas, qu'est-ce que finalement je vais devenir? Est-ce que je pourrais avoir une position dans l'ancien système au cas où on ne gagnait pas? Pour nous, il n'y a pas un but numéro 1, il n'y a pas de plan B. C'est le seul plan là qui est l'objectif unique que nous poursuivons avec le peuple et avec ceux qui veulent le représenter. Vous le savez aussi, l'enjeu est capital, d'accord, mais l'unir en place a déjà commencé, les préparatifs, les pré-campagnes ont commencé depuis avec des réalisations sociales et tout cela, c'est la pré-campagne qui a déjà commencé. Oui. Mais quand est-ce que l'opposition va se mettre en rang de préparation effective pour affronter? Non, mais maintenant est le jour du travail. Je pense que c'est maintenant le jour du travail. Et nous sommes en train de travailler chaque jour. Nous sommes en train de mobiliser sur les médias, en train d'écrire tout le temps. Le travail a déjà commencé. Et on ne peut pas perdre le temps. Si quelqu'un veut perdre le temps, il devra rattraper. Cette fois-ci, ce sera le train de l'opposition. Il devra rattraper le train de l'opposition après. Mais si l'opposition n'a pas encore démarré le train dont nous parlons, ce sera grave. Parce qu'il faut que nous prenions cette situation à cœur d'une manière importante, comme si c'était notre âme qui en dépendait. Et on pourra réussir. Monsieur Bavon, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission, mais nous avons extrapolé un scrutin, c'est bien les locales. Vous, qu'est-ce que vous dites par rapport à l'organisation de cette locale? Parce qu'il faut l'organiser avant 2020. Non, est-ce que les locales s'inscrivent dans la logique de la décentralisation dont nous parlons? Parce que quand on parle de décentralisation dans l'administration du pays, c'est tout un processus. Il faut qu'il y ait des choses à la base d'abord. Nous n'avons pas une bonne organisation sur le plan juridique, administratif. Non, on n'a pas encore formé des juges en la matière. Il n'y a pas encore des tribunaux administratifs au niveau de ces localités. Mais les tests sont là. Hein? Les tests sont là. Mais ce n'est pas les tests qui iront faire les choses, c'est les personnes. Il faudra former, il faudra mettre les institutions en place d'abord, avant de parler de local. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, il faut comprendre que le local dont nous parlons, les élections locales là, c'est des élections pour positionner des gens et pour utiliser ces personnes à mobiliser les populations locales, à pouvoir être derrière, unis pour rester au pouvoir. Donc ce n'est pas la décentralisation que nous espérons ça. Donc nous ne participons pas à cela. Le phare ne participe pas à cela, non. C'est cela. Merci, M. Bavon. Votre mot de la fin. C'est moi qui vous remercie. Je voudrais dire au peuple togolais de prendre courage, d'être très fort et d'être très courageux, parce que nous n'allons pas voter pour quelqu'un, nous allons voter pour nous tous, et alors nous allons voter la bravoure, nous allons voter le courage. C'est maintenant, même si on est en train de dormir, il faut savoir que l'heure du réveil a sonné. Et prenons courage, on va avancer. Il y a de l'espoir. Merci. Joannès Bavon, vous êtes le secrétaire
général du phare, le Front des architectes de la République. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à vous aussi. Chers téléspectateurs, à très bientôt sur la radio-télévision d'État Santé.